Donc, ce que je t'invite à faire là, c'est aller sur le web et taper dans Google Papercut et aller voir dans la partie images. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas bien sûr le doigt qui s'est coupé avec un papier, c'est les autres effets là. Des effets comme celui-ci. Ça, c'est fait en numérique. Papercut numérique. Encore un autre effet Papercut. Pour des petits folders, des petits triptyques. Voilà, c'est sympa, ce genre de choses. Alors, donc je t'ai dit de penser à un conte, une légende, une histoire que tu vas pouvoir illustrer grâce au Papercut. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est une technique de papier découpé qui fait penser un peu à l'enfance, les illustrations peuvent être assez naïves, quoi. Il ne s'agit pas de savoir bien dessiner nécessairement, ça peut même être plus sympa si les choses sont un peu enfantines au niveau du dessin. Ici, on a des illustrations avec quand même pas mal de réalisme, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Vraiment, c'est une technique qui est sympa et qui va permettre de dessiner des choses pas nécessairement extrêmement bien. Et alors, on va mettre de la texture aussi dessus. On va mettre de la texture là-dessus. Donc, on va d'abord tester dans Illustrator un peu comment faire ça. En gros. On va démarrer d'un nouveau doc. Dans Illustrator, on va mettre au point le style graphique pour donner l'aspect de papier. Donc on va peut-être faire ça bêtement sur un cercle. Donc appliquons ce qu'on a vu précédemment, nouvelle nuance pour la couleur de fond qui est en avant-plan pour ce cercle, nouvelle nuance globale. Voilà. Pour ce qui concerne le contour, je vais faire en sorte qu'il aille à l'intérieur et plutôt que d'être à cheval comme maintenant sur le tracé. Donc, palette contour, menu fenêtre contour, en déployant les options, le contour à l'intérieur, voilà. Je l'augmente à 1 mm par exemple. Ah oui, chez moi c'est en millimètres, peut-être pas chez toi, ça doit être en points. C'est parce que j'ai été dans les préférences unités. Préférence unité, j'ai été indiqué que je voulais aussi la valeur millimètre quand je travaille avec des contours. Parce que d'office, Illustrator est en points pour les contours. Donc, pour être un peu cohérent, voilà. Bien, alors, sur le contour, on va peut-être aller mettre un dégradé.
Donc le contour est en avant-plan. Alors, les dégradés, oui, je peux mettre déjà celui-là éventuellement. Celui-là, qui est dans la palette nuancier. Et puis aller modifier par la palette dégradée. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Donc, on a une extrémité du dégradé qui est en opacité 0%, je vais peut-être la remettre à 100%. Voilà. Au niveau des couleurs, je vais choisir éventuellement du blanc d'un côté. Oui, du blanc d'un côté. Il faut que je fasse glisser. Oui, passer d'un logiciel à l'autre, c'est pas toujours évident. Mais en fait, ici, oui, il faut faire glisser du nuancier vers là. On peut aussi double-cliquer sur l'échantillon, bien sûr, et on a le nuancier accessible aussi. Oui, voilà. Ok. Donc, j'ai mis un effet d'éclairage et d'ombrage sur le bord de ce disque. Je vais enregistrer le fichier. Je vais l'appeler mise au point style papercut-01. Alors, palette aspect, menu fenêtre, aspect. L'objet est sélectionné avec la flèche noire. On va mettre sur tout l'objet une ombre portée. Donc le contour ou le fond ne doivent pas être spécifiquement sélectionnés. Donc pas ça, pas ça. On doit vraiment être avec... et là j'ai cliqué tout en dessous. On travaille sur tout l'objet. On va mettre une ombre portée. Donc menu effet, spécial, ombre portée. Ok, au niveau de l'ombre portée, j'ai indiqué 40% par exemple. Et pour ce qui est du décalage, je vais prendre ça pour l'instant. Ce que ça propose là. Ok. Et donc l'ombre portée apparaît dans la palette aspect. Si on voulait la modifier, c'est par là qu'il faudrait aller en cliquant sur l'hyperlien ombre portée. Autre chose qui peut être mis, c'est un effet de grain. Je vais essayer de le mettre uniquement sur le fond. Donc j'active le fond, toujours l'objet qui est sélectionné, j'active le fond. Effet, ça fait partie des effets Photoshop. Effet artistique grain photo par exemple. Voilà. Donc dans la boîte là, voilà. J'essaye de mettre un effet de grain qui va un peu simuler de la matière sur le cercle. Ok. Voilà, voilà. Au niveau du contour, peut-être que je vais aller diminuer son opacité. Donc, je déploie dans la palette aspect le contour, je clique sur opacité et je vais diminuer l'opacité. Voilà. Après, c'est une question de goût, ça dépend de ce qu'on veut faire.
Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on aura utilisé ces styles pour faire une illustration, on pourra encore les modifier et ça se répercutera sur toute l'illustration. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, je ne sais pas, à voir si c'est intéressant ou pas, d'ajouter un deuxième fond. Donc, toujours l'objet sélectionné, menu de la palette aspect, ajouter un fond sur lequel on va aller mettre un dégradé. Un dégradé dont on peut modifier l'orientation par la palette dégradée, si nécessaire. Et on va modifier l'opacité, et pas seulement, on va peut-être aussi modifier le mode de fusion produit pour que ça se mélange avec la couleur du fond d'en dessous. L'opacité aussi, voilà, c'est juste pour amener des variations sur le cercle. Ok. Alors peut-être que 1 mm de contour là au-dessus, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être que 0,5, ça donnera mieux. C'est à voir. C'est juste pour faire un effet de bord du papier. Ok, je clique à côté, je regarde ce que ça donne. Ça pourrait être pas mal, ça. Je resélectionne, je vais peut-être remettre autre chose. Mais bon, ça, après, c'est les goûts personnels. Voilà, voilà. Alors, je vais enregistrer ça. Alors, stocker ça en tant que style graphique. Donc, menu fenêtre, style graphique. La palette style graphique, elle était juste à côté de la palette aspect. Donc, l'objet est sélectionné. Je clique sur l'icône de création de style graphique. Voilà le style graphique. Ah oui, je suis en affichage de style graphique par liste là. Donc, c'est par le menu, bien sûr, que ça se fait. Ça peut être intéressant que ce soit par liste. Ça va nous permettre de donner un nom. Voilà. Bien, alors, je vais ici tracer à la plume une forme géométrique en faisant juste des clics. Je lui applique le style graphique. Voilà. Alors, une deuxième forme qui va se superposer. Bon, ben c'est parfait, on voit bien la différence quand elle se superpose. Non seulement par le petit contour là, avec le dégradé dedans, mais aussi par le fait qu'il y a un dégradé sur le fond. Donc ça m'a l'air parfait. Bien. Alors, par le Pathfinder, on peut réunir ça ensemble. Menu fenêtre, Pathfinder. Donc, option réunion.
et réunit les deux formes ensemble pour n'en faire qu'une seule. Là, j'ai pas enfoncé la touche Alt quand j'ai cliqué sur l'icône Réunion dans le Pathfinder, donc c'est figé, on ne sait plus bouger. Je vais annuler. Petit CTRL Z, commande Z. Voilà, comme ça l'indique ici quand on survole, option clic pour créer une forme composite. Donc c'est ce que je fais. À la place de bêtement cliquer sur l'icône Réunion, je fais Alt-clic. Ok, je suis obligé de réappliquer parce que dans le processus, mes effets ont été un peu perdus, donc je réapplique le style graphique. Voilà, donc même chose, sauf que maintenant, avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir aller sélectionner l'une ou l'autre de ces formes et la bouger, la repositionner. Donc c'est une réunion, mais modifiable. Tu connaissais ce système du Alt-click dans le Pathfinder? Ah, c'est très intéressant de faire un Pathfinder dynamique, donc modifiable. Et donc, j'utilise la flèche blanche plus pour avoir accès à une des formes, puisque ce qu'on a obtenu en faisant le Pathfinder dynamique avec Alt-click, et je vais aller voir dans la palette des calques là, ce qu'on a obtenu, c'est une forme composite. Forme composée, ils appellent ça, voilà. C'est une espèce de groupe, quoi. Et si on veut avoir accès à une forme dans un groupe, sans devoir ouvrir la palette des calques, etc., et les cliquer sur les cibles, si on veut avoir accès, il faut utiliser la flèche blanche plus. Flèche blanche me permet évidemment d'aller cliquer à côté, puis aller modifier la position d'un point ou l'autre, bien sûr. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces effets de formes complexes. Ok, même chose si on fait une soustraction. Donc là, j'y vais rapidement à la plume. Je vais plutôt faire ce genre-là. Voilà. Les deux formes superposées. Pathfinder. On a soustraction. C'est la forme du dessus qui creuse, comme l'icône le montre ici. Sinon, on a l'inverse en bas. On a la possibilité que ce soit la forme d'en dessous qui creuse avec cette icône-là, mais en général, voilà, le trou, je l'ai fait en plus petit après avoir fait la forme générale, donc elle est superposée, donc c'est le trou qui creuse. Donc j'annule là parce que possibilité aussi de faire Alt-clic pour avoir une forme composite. Je lui applique l'effet Papercut et voilà. Ça peut être très intéressant. Et donc en mettant des couleurs de fond différentes, on va pouvoir faire une illustration. On va pouvoir faire une illustration. Bon, évidemment, le trou ou la forme sont modifiables puisque c'est un Pathfinder dynamique. Ok. On va pouvoir faire des illustrations différentes. Il va falloir aller dans la palette aspect, modifier
la couleur de fond. Voilà. En déployant le fond ici, le grain photo peut être adapté à la couleur. Voilà, parce que je trouve que le grain photo qui fonctionnait bien sur mon bleu, sur le jaune ici, c'est un peu too much. Donc voilà. On peut adapter, bien sûr. Le fond ici, qui donne l'ombre, peut être adapté aussi. Logique. Voilà, le contour. Le contour qui est en dégradé peut être adapté aussi. Alors, il va peut-être falloir aller... D'ailleurs, quel est le dégradé qui est utilisé? Aller recréer... aller dans la palette dégradé. Modifier ça. Voilà. Donc j'ai juste remplacé le bleu foncé par du brun, et voilà ce que ça donne. Ok. Et ce serait intéressant de faire un style graphique avec cette nouvelle palette aspect. Donc en ayant la forme sélectionnée, là voilà, un nouvel effet Papercut. Qui sera applicable facilement sur n'importe quelle forme. Ok, je vais enregistrer le document. Après, on va voir comment générer rapidement plusieurs formes. Sympa. Grâce à deux choses, le système du dégradé de forme et le système des brushes diffuses. Mais il y a plein d'autres possibilités en fait. Alors, je vais faire un nouveau plan de travail sur le côté. Donc zoomer en arrière, outil plan de travail, tracer un nouveau plan de travail. Donc, une chose qui va pouvoir être faite, c'est dessiner avec le crayon. Avec le crayon, une forme un peu blob. Voilà. Je vais lui appliquer un des styles graphiques. Ou plutôt non. Sur celle-là, je vais commencer en lui appliquant une couleur unie. Alors ça commence à devenir un peu lent. Ça, c'est à cause de tous les rendus d'ombre et de grains
Enfin, de toute façon, je vais lui appliquer une forme unie pour commencer. Donc, par la palette aspect, je vais aller supprimer, ou par la palette style graphique d'ailleurs. Par la palette style graphique, on a aussi la diagonale ici qui permet d'enlever le style graphique. Voilà. Bon, apparemment, ça ne va pas suffire. Par la palette aspect, je vais demander de réduire à l'aspect de base. Voilà. Donc j'ai réussi à me débarrasser de tout ça. Et je vais lui appliquer une couleur de fond unie, tout simplement. Voilà. Alors on l'avait vu la fois passée, hein, quand ça commence à devenir un peu lent à cause de tous ces ombres et grains, il faut aller modifier les paramètres de rendu. Donc, autant le faire maintenant. Effet, paramètres des effets de pixelisation. Donc, à la place de élever, je vais éventuellement passer en 72 pixels par pouce. Je pourrais même indiquer moins. Voilà, déjà là, ça va faire gagner énormément de... Ça va nous épargner des calculs informatiques inutiles pendant qu'on est en train de mettre au point l'illustration. Donc c'est pas très grave que le grain et le bord des objets, tout ça, soit pas génial pendant qu'on travaille. Après, quand l'illustration sera finie, on remontera les paramètres des effets de pixelisation. Ok, donc je vais aller créer une copie de ça. Alors, oui, avec, je vais sélectionner donc ça, la forme. Je vais faire un copier, CTRL-C, puis menu édition, coller sur place. Comme ça colle au même endroit. Parce que si on fait un coller, ça colle au milieu de l'écran. Voilà, donc là j'ai deux formes identiques qui sont superposées. Et je vais pouvoir aller réduire la forme de devant à laquelle je vais peut-être donner déjà une couleur différente. Voilà. Allez la réduire avec l'outil de transformation manuelle. La touche Alt et éventuellement majuscule. Voilà. Et donc entre ces deux formes, je vais faire un dégradé de forme pour avoir l'effet de différents niveaux qu'on a vu tout à l'heure dans... Voilà. Évidemment, c'est fait rapidement ici, et ça va dégrossir le travail. Très intéressant aussi la typo dans l'effet Papercut. Très bien ça. Ok, donc on sélectionne les deux formes. Je vais peut-être passer temporairement en affichage par contour. CTRL Y, commande Y, pour bien pouvoir sélectionner les choses, voir les choses. Et alors, le dégradé de forme, le voilà. On va aller cliquer sur un point, et puis à peu près sur le point correspondant de l'autre côté. Voilà, CTRL Y, on a un dégradé de forme qui s'est fait.
Alors, le dégradé de forme, on va les paramétrer. Objet, dégradé de forme, option de dégradé. Objet dégradé de forme, option de dégradé. Et définir les étapes. Étapes. Essayons 3 étapes, touche tabulation. Voilà, ça c'est pas mal. Peut-être un peu moins. 2, voilà, c'est bien. Dans mon cas. Ok. Je vais enregistrer le document. Je vais l'enregistrer encore une fois. On n'est jamais trop prudent. Je l'avais enregistré sous le numéro 4. Je l'enregistre maintenant sous le numéro 5. Donc le fait de faire 2 enregistrements successifs, le but c'est que d'être certain que je ne vais pas perdre ça si je fais un CTRL S par erreur. Donc je ne vais pas écraser. Je suis certain que dans la version 4 du document, cette chose-là, ce dégradé de forme dynamique s'y trouve. Je suis là en version 5. La version 4 contient ça. Alors, bien sûr, avec la flèche blanche plus, je peux cliquer à côté, venir cliquer sur la forme centrale, par exemple, et aller éventuellement la modifier. Ne fût-ce qu'avec le crayon, je vais pouvoir remodeler pour amener quelques variations. Voilà. Donc, ça apparaît sous le nom dégradé de forme dans la palette des calques. C'est comme un groupe, donc pour avoir accès à une des formes, flèche blanche plus. Alors les formes intermédiaires, je vais les générer vraiment parce que là, si je fais CTRL Y, elles sont pas là. Donc il faut arriver à décomposer le dégradé de forme. Il est sélectionné avec la flèche noire entièrement. Objet, dégradé de forme, décomposé. Voilà, on a nos formes qui existent réellement. Si maintenant je fais un CTRL Y, on les voit, elles existent réellement. Bien, alors je peux ajouter les nuances sélectionnées au nuancier, menu de la palette nuancier, ajouter les couleurs sélectionnées. Les voilà toutes les 4. Ça peut servir. Et alors, appliquer là-dessus un style graphique. Alors, va peut-être falloir enlever les choses d'abord. Palette aspect, réduire à l'aspect de base. Appliquer le style graphique. Et ça ne veut pas le faire. Bon, on va trouver pourquoi. Si on les sélectionne une par une, ça marche. Ah oui, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. C'est un problème dans la palette des calques, certainement,
qu'il y a quelque chose qui est sur le groupe. Oui, voilà, oui, oui, oui. Donc, ça c'est le groupe après décomposition du dégradé de forme. Avec les choses à l'intérieur, là. Sur le groupe, si on sélectionne le groupe avec sa cible, là, il faut qu'il n'y ait rien sur le groupe, en fait. Sinon, ça entre en conflit avec ce qu'on met sur les objets. Donc, le groupe est sélectionné avec la cible, palette aspect, ou carrément, voyons un peu palette aspect, oui, on va réduire à l'aspect de base ici, le groupe. Réduire à l'aspect de base le groupe, peut-être même lui enlever la couleur de fond et de contour. Oui, il vaut mieux qu'il n'y ait rien sur le groupe. Si on veut le mettre sur les objets, c'est mieux. Ok, donc chaque objet sélectionné un à un. J'applique le style graphique. Voilà. Oui, gros piège de Illustrator, hein. Le fait qu'on puisse mettre des couleurs, des styles graphiques sur un groupe, ça peut empêcher de voir ce qu'on met au niveau des objets même. Ok, là je fais un peu de fantaisie. J'ai un peu mélangé deux styles graphiques. Voilà. Donc ça c'est intéressant, c'est pas un effet de creux, mais on avance déjà. Je vais enregistrer ça. Alors, palette des calques. Je vais enlever les yeux en face de certains des objets. Oui, je vais garder que le plus grand affiché, celui-là. C'est logique que ce soit celui du dessous. Tout à fait logique. Alors, on va tracer un rectangle Le rectangle, on va le faire passer dans le groupe. Et ces deux objets, on va les combiner. L'objet du dessous va creuser le rectangle. Je pense que j'ai intérêt à mettre le rectangle en dessous. Comme ça, le résultat prendra les attributs de l'objet du dessus. Parce que si je laisse le rectangle au-dessus pendant que je fais l'opération de combinaison, je risque de me retrouver avec un objet qui a un dégradé du noir vers le blanc. Donc je le mets en dessous là, voilà. Activer les deux, clic majuscule, clic sur les cibles par exemple, et demander objet tracé transparent créé. Oui, j'utilise pas le Pathfinder ici. Je vais essayer par l'ancien Pathfinder de Illustrator, on va dire objet tracé transparent créé. Voilà. Et malheureusement, ça n'a pas marché. J'annule. Apparemment, j'aurais intérêt à mettre le rectangle au-dessus, alors. Oui, c'est l'objet d'en dessous, oui. C'est ça la logique. C'est l'objet d'en dessous qui donne les attributs. Donc,
Voilà. C'est pas toujours évident, vous allez voir quand vous serez avec plein de logiciels à utiliser. Les logiques sont pas toujours, pour s'en souvenir, c'est pas toujours évident. C'est ça, objet tracé transparent créé, cette fois-ci ça marche, je me retrouve avec un objet qui a les attributs que je voulais. Je vais enregistrer ça. Bon, je vais faire la même chose pour les autres objets. J'ai besoin d'un rectangle pour les autres objets. Pour chacun des autres objets, j'ai besoin de rectangle. Je vais peut-être essayer de réutiliser celui que j'ai là. Avec la flèche blanche plus, je vais aller le sélectionner. Édition, copier, donc un CTRL-C, évidemment. Et puis, édition, coller sur place. C'est majuscule CTRL-V. Sur le PC, majuscule commande V sur le Mac. Voilà. Je me retrouve avec un rectangle qui est là, que je vais aller placer au-dessus de la forme suivante que je veux traiter. Ah tiens, tant que j'y suis, je vais peut-être le dupliquer, encore. Pour les deux autres formes. Donc, je l'amène sur le bloc là au-dessous, une fois, deux fois, je vais aller le mettre là au-dessus, je vais les mettre là au-dessus, voilà. Donc, j'ai ça, et j'ai ça. Voilà, et bien je vais tester, activer les deux. Ah tiens, ah oui, il n'est pas affiché, ils sont pas affichés bien sûr. Ok, activer les deux. Clic majuscule clic. Ok. Objet tracé transparent créé. Raccourci, c'est CTRL 8 ou commande 8. Ok, ça a marché. Mais ça ne se voit pas parce que les objets du dessus empêchent de le voir. Eh bien, ça n'a pas l'air d'avoir marché. On est d'accord, ça n'a pas marché? Ça fait pas un creux? D'accord, ça fait pas un creux. Bon, ça peut arriver et ça peut être une question de sens du tracé. Donc voilà, je vais tester. La flèche blanche plus, je vais sélectionner uniquement le tracé là au centre. En apportant un tracé transparent, avec deux formes normalement dedans. Je vais aller chercher les options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Je ne garantis pas que ça va marcher, hein, mais voilà. Options d'objet, tout affiché dans le menu des options d'objet. Sens de construction du tracé, ça fonctionne, c'était ça. Voilà, quand on combine comme ça plusieurs formes pour faire des trous, le sens de construction du tracé a de l'importance, et alors là, dans les options d'objet, j'ai demandé d'afficher toutes les options. J'ai inversé le sens, et j'obtiens ce que je voulais. J'ai inversé le sens uniquement d'un des deux objets qui font ce tracé transparent. Bon. C'est bien, ça a l'air de marcher. Si je mets celui-là au-dessus, en l'affichant, on voit déjà un peu l'effet que ça va donner. Un peu effet papercut, c'est pas mal. Donc, on enregistre, on n'est jamais trop prudent. Bien. Je vais réafficher les autres. Hein. On peut glisser comme ça pour faire réafficher. On n'est pas obligé de cliquer comme ça. Hein. On peut glisser. Ça marche dans tous les logiciels Adobe comme ça. Donc je les ai réaffichés. Voilà.
Je vais passer en affichage par tracé, donc CTRL Y, commande Y. Je sais déjà qu'il y en a deux qui vont me poser problème, je vais les sélectionner. Mais pour l'instant, ce sont des objets indépendants. Celui-là et celui-là. Voilà. Ah oui, je veux sélectionner deux objets là, celui-là et celui-là, qui sont séparés par un autre, un intrus. Si je fais clic, majuscule clic, ça marche pas. Je vais essayer clic, commande clic. Ou clic, contrôle clic sur le PC. C'est comme les sélections de fichiers dans la liste des fichiers. On a les deux choses, soit la touche majuscule, soit la touche contrôle sur PC ou commande sur Mac. Ok, on ne va pas arriver à inverser le contour malheureusement de deux objets en même temps. Ça c'est ennuyeux. Je vais être obligé de le faire un par un. Ok. Désolé, j'aurais voulu, mais... Tiens, et là il veut pas... Pourquoi il veut pas m'inverser mon contour? Ça c'est ennuyeux. C'est parce qu'on n'est pas dans un tracé transparent encore. D'accord, bon, désolé, je voulais préparer le travail avant, mais j'ai oublié que ça ne marche pas comme ça. Il va falloir faire les tracés transparents et puis on pourra inverser le contour. Ok. Donc, j'active celui-là et celui-là. CTRL 8 ou commande 8, c'est le raccourci, ça a fait un tracé transparent. Je vais faire la même chose avec les deux autres. Clic, majuscule clic. Voilà. Commande 8, CTRL 8, ça fait un tracé transparent. Voyons ce que ça donne. Bon, clairement, il y a des problèmes. Le tracé transparent ici, je vais inverser le contour, inverser le sens de tracé. Très intéressant, hein, ce raccourci CTRL Y pour passer temporairement en affichage par tracé. Je resélectionne celui-là, toujours avec la flèche blanche plus, hein, puisque ça fait partie d'un système. J'inverse, voilà. Ok, il suffit de les mettre dans le bon ordre, et ça va aller. Voilà. Amusant. Alors ici, comment remplacer une forme par une autre dans un tracé transparent? J'ai remplacé la forme un peu blob du tracé transparent qui est tout en haut. J'ai remplacé par un rectangle à coin arrondi. Donc je vais annuler. Donc voilà ce qu'on avait. Ben, on va le faire alors, hein, parce que ça peut vraiment être intéressant de voir comment on peut, au-delà de modifier une forme d'un tracé transparent, la remplacer par une autre. Donc il faut arriver à sélectionner le tracé transparent qui est le plus au-dessus, celui qui a le plus grand trou donc. Hein. Bien. Ensuite, on va faire un clic droit sur le bord du tracé et on va demander isoler le tracé transparent sélectionné. Du coup, on ne peut travailler que sur ce tracé transparent-là.
Alors, la forme intérieure qui va être remplacée, on peut la supprimer maintenant ou plus tard, peu importe. En tout cas, je vais prendre ici un rectangle, création de rectangle à coin arrondi. Donc c'est le deuxième, évidemment, dans la liste, là. Alors, j'en profite pour dire que ceci est de la préhistoire. C'est la manière dont on faisait les rectangles à coin arrondi dans les premières versions d'Illustrator. Depuis lors, il y a les effets d'arrondi qui sont apparus, arrondi dynamique qu'on peut modifier, parce que le problème de ce rectangle, c'est qu'une fois qu'il est tracé, pour modifier les arrondis, c'est plus possible. Donc il y a bien mieux les effets d'arrondi, et puis les widgets d'angle qui sont apparus aussi. Donc, si je montre ici l'utilisation d'un rectangle à coin arrondi, c'est pour dire aussi que c'est vraiment pas génial, quoi. Donc je le trace, et pendant que je le trace, je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier, de manière à créer les arrondis. Voilà. Je vais en faire des assez grands. Je lâche le bouton de la souris, le voilà. Donc, dans le tracé transparent ici, on a 3 tracés. Oui, si on fait CTRL-Y, on ne les voit pas. On voit tout. 3 tracés. On a le rectangle extérieur. On a ce rectangle à coin arrondi qui fait un trou. Et puis on a le blob qui ramène de la matière, lui. C'est un système d'exclusion. S'il y a 2 formes qui se superposent, ça fait un trou. S'il y en a 3 qui se superposent, ça fait de la matière. Donc j'ai la forme du milieu qui maintenant est en trop. Je vais aller avec la flèche blanche plus, la sélectionner, touche suppression, et voilà. Bien, alors, ce rectangle à coin arrondi, ben on ne sait plus modifier les arrondis, c'est vraiment pas génial, il ne faut pas l'utiliser en fait. Ce qui se passe, c'est que si je le sélectionne là avec la flèche blanche plus, ah oui, cliquez pas plusieurs fois avec la flèche blanche plus aussi, hein, parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle l'outil de sélection directe progressive. Si on clique une première fois, ça sélectionne la chose. Une deuxième fois, ça remonte dans la hiérarchie, ça sélectionne tout. Donc pas de double clic. Sinon, ça ne marchera jamais pour sélectionner uniquement le rectangle du centre à coin arrondi. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas dynamique, les coins, du tout. Et si on transforme le rectangle, d'une manière ou d'une autre, on ne va plus obtenir des vrais arrondis. Je vais y aller à l'extrême ici. Quoique, ici, ça marche quand même. Ah, il me conserve quand même les choses. Oui, parce qu'il y a les points qui sont là, oui. Ok. Oui, oui. Quoique. Ok, bon, j'ai rien dit. Là, ça a l'air quand même de conserver les arrondis assez bien. Ils ne s'écrasent pas. Est-ce qu'ils auraient amélioré les choses? Ok, bon, démonstration ratée, c'est pas grave. De toute façon, pour modifier les arrondis, pour les faire plus petits, plus grands, c'est pas génial. Ok. Alors là, il me fait un truc vraiment bizarre, par contre.
Pas très logique, ça. Que le rectangle soit là, pas très logique. Si je bouge le rectangle, mon creux ne doit pas rester là, logiquement. Oui. Bon, tant pis, mais il y a un truc un peu bizarre là au niveau du rectangle qui a été modifié là-bas à l'intérieur. Oui, bah ici ça le fait chez moi, bon, voilà. Ok. Avec une police de caractère, ça peut le faire, va falloir la vectoriser. On va tester. Bien, donc je suis plus en mode isolation là. Je suis sorti du mode isolation, je travaille sur toute l'illustration, donc je vais aller avec l'outil texte cliquer sans bouger la souris, juste pour faire un texte sur une ligne. Je vais taper la lettre A, ou n'importe quelle lettre qui a un trou. Ça va être intéressant. C'est plus intéressant qu'une lettre qui n'en a pas, parce que ça va être plus complexe à faire. Voilà. Je vais l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle en enfonçant la touche majuscule. Je travaille sur un plan de travail qui est assez grand, hein. Je suis au-delà de la 3, donc puisque ici on voit la 4 d'origine format lettre en fait, ou je ne sais plus, A4 d'origine format lettre plutôt. Mais ça n'a aucune importance, la dimension du document dans Illustrator, parce qu'après on le fait passer dans InDesign, on le met à la dimension qu'on veut. Voilà, je vais utiliser cette lettre A pour aller creuser une partie du grand rectangle. Alors il va falloir la transformer en vecteur. Donc menu texte vectorisé. Là je me suis pas ennuyé à chercher la police et la graisse. C'est juste la démo pour utiliser une police pour faire du papercut. Texte vectorisé. On obtient un tracé transparent quand la police est vectorisée. C'est ça qui permet que la forme qui se superpose à la forme extérieure fasse un trou. Ok, pour pouvoir l'intégrer à la forme ici, on va tester par copier-coller éventuellement. D'abord, on va annuler le tracé transparent ici, parce que je veux intégrer ces formes, ces vecteurs dans un autre tracé transparent, il faut que j'annule le tracé transparent ici. Objet tracé transparent, annulé. Objet tracé transparent, annulé. Voilà. Donc j'obtiens bien deux formes séparées maintenant. Je vais les couper. CTRL-C, commande-C. Elles sont dans le presse-papier. Je vais sélectionner la forme qui m'intéresse. Je vais l'isoler. Clic droit. Isoler le tracé transparent sélectionné. Donc je suis en mode isolation là-dessus. Je vais coller sur place, édition, coller sur place, et ça marche directement. Parfait. Donc j'ai intégré des nouveaux vecteurs par copier-coller
dans le tracé transparent. J'obtiens exactement ce que je voulais. Juste par curiosité, je vais revenir en arrière. Ne fais pas ça. Je vais revenir en arrière, juste pour voir si ça aurait fonctionné si j'avais collé le tracé transparent sans l'avoir annulé. Donc, là, il n'y a que un objet qui est composé de 2 tracés. C'est un tracé transparent. Je vais faire un CTRL X pour le couper. Je vais isoler le tracé dans lequel je veux le coller. Je vais coller, édition coller sur place. Ah, ça marche quand même. D'accord. Je me demande, parfois ils améliorent quand même les choses ou ça devient plus simple. Donc sans l'annuler, ça marche quand même. Parfait. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est intéressant. Flèche blanche plus, si je veux déplacer la lettre, je dois faire clic, majuscule clic, avec la flèche blanche plus. Et puis le déplacer, c'est-à-dire en enfonçant la souris et en bougeant. Et le piège, ce serait, quand on est là pour la déplacer, de cliquer. Ça active le niveau supérieur dans les hiérarchies. Et donc, quand j'essaye de déplacer, ça déplace tout. J'annule, je clique à côté. Oui, c'est ça qui n'est pas toujours évident pour manipuler dans Illustrator. Clic, majuscule clic, avec la flèche blanche plus pour activer la lettre. Si je veux la déplacer, il ne faut pas que je clique, il faut vraiment que je fasse un clic et glisser directement. Sinon, ça sélectionne le niveau supérieur de la hiérarchie et ça, c'est un peu nul. Voilà. Ok. Alors, je vais sélectionner toute illustration en supposant que c'est fini, qu'elle est faite. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, c'est juste un test ici, mais je sélectionne. Alors, regarde ça. Je prends l'outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, je vais prendre une poignée du coin et redimensionner. Alt et majuscule, d'ailleurs, ça peut le faire. Voilà, je redimensionne l'illustration. Voilà ce que j'obtiens. C'est la même chose, mais en plus petit, tout simplement. On est d'accord? J'annule. Cette fois-ci, je vais aller dans les préférences générales, décocher l'option ici de mise à échelle des contours et des effets. Et donc, si je redimensionne, les formes vont se redimensionner, mais pas les effets spéciaux. Donc, même opération que tout à l'heure, Alt majuscule avec l'outil de transformation manuelle. Les valeurs d'ombre, de contour, etc. n'ont pas été modifiées là. J'obtiens quand même quelque chose de différent. Je ne sais pas si tu vois la différence. Je vais peut-être comparer en faisant les deux. Oui, hein. Je vais carrément dupliquer la totalité ici et faire les deux. Voilà. Avec un plan de travail derrière, ce sera pas plus mal. Ok. Donc, à gauche, sans mise à échelle des contours et des effets. À droite, avec
mise à échelle des contours et des effets. Ça, c'est super important dans Illustrator. Ça va permettre de faire, ben oui, de conserver l'aspect ou pas. Conserver l'aspect ou pas, ça dépend vraiment de ce qu'on veut obtenir, en fait. Voilà. À droite, sans mise... non, avec mise à échelle à droite et sans mise à échelle à gauche. Je repasse temporairement avec un rendu un peu meilleur à 300 pixels par pouce. Et ça veut dire que cette fonctionnalité peut servir à rechercher à quelle dimension ça donne le mieux l'effet papercut. Je pense que quand même c'est flagrant. Il y a plus de profondeur à gauche. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, après, c'est un choix. Mais je pense que l'effet papercut à droite, là, il est un peu pas très intéressant en fait. Hein. Il n'est pas assez marqué. À gauche, peut-être un peu trop, mais bon, voilà.